Alerte d'octobre 2019. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 9 d'octobre 2019. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale, avec un focus sur les deux nouveaux régimes de l'assurance chômage et de l'épargne retraite. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Don pour la restauration de Notre-Dame. Ouvre droit à réduction d'impôt sur le revenu au taux de 75% au lieu de 66%, les dons et versements pour la restauration de Notre-Dame, y compris l'abandon express de revenus ou produits effectués dans ce cadre par les particuliers entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des Monuments Nationaux, de la Fondation de France, de la Fondation du Patrimoine ou encore de la Fondation Notre-Dame. Ces versements sont retenus dans une limite spécifique de 1 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour l'appréciation de la limite de 20% du revenu imposable applicable à la généralité des dons. Les versements supérieurs à 1 000 € bénéficient de la réduction d'impôt dans les conditions de droit commun au taux de 66% et dans la limite de 20% du revenu imposable. Cette réduction d'impôt s'applique indépendamment de la réduction d'impôt dont bénéficient les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, également au taux majoré de 75%, dans la limite de 546 € en 2019. En outre, son montant n'est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux. Plus-value, abattement jeune PME. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu au barème progressif, les plus-values de cession de titres de PME de moins de 10 ans acquis avant 2018 sont réduites d'un abattement pour durée de détention renforcée si, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activité préexistante. La circonstance qu'une PME soit constituée par rapport d'une entreprise individuelle existante est donc, en principe, de nature à priver le cédant du bénéfice de l'abattement. L'administration admet toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement lorsque, d'une part, l'apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu'il a créé cette entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l'apport et n'était pas issue d'une activité préexistante à sa création, et d'autre part, la société bénéficiaire de l'apport, la société émettrice des titres cédés, est créée par le contribuable avec pour objet exclusif la poursuite de l'activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d'activités nouvelles. Oui, et signalons que l'abattement est également applicable en cas d'acquisition d'un fonds de commerce par une PME plusieurs années après sa constitution dans le cadre d'une opération de croissance externe. La condition d'exclusion est en effet dans ce cas satisfaite à la date de la constitution de la société. Changement de régime fiscal en ZRR. Dès sa création, une société à responsabilité limitée a opté pour le régime des sociétés de personnes et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI en faveur des entreprises implantées en zone de revitalisation rurale, ZRR, et à ce titre, son résultat est totalement exonéré d'impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années, puis dégressivement les 3 années suivantes. L'option pour le régime des sociétés de personnes étant valable 5 exercices, la société est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés à l'issue de cette période. Ce changement de régime fiscal
entraîne-t-il la perte de l'exonération des bénéfices dégressive prévue par l'article 44 quindecies du CGI? Voici la réponse favorable de l'administration à cette question. Ce changement de régime fiscal entraîne en principe les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise et, partant, la perte du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI pour la durée restant à courir. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, la société bénéficie du régime d'atténuation si elle respecte les deux conditions cumulatives suivantes. La société ne modifie pas ses écritures comptables et l'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés, demeure possible sous le nouveau régime. Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, plus-value latente et profits sur stock non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate. Autrement dit, la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI. Nouveau plafonnement des charges financières. La loi de finances pour 2019 a prévu que pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent déduire leurs charges financières nettes que dans une certaine limite déterminée en fonction de leurs résultats avant impôt, intérêts, dépréciation et amortissement, EBITDA fiscal, de leur appartenance ou non à un groupe consolidé et de leur situation de sous-capitalisation. Ce dispositif vient de faire l'objet de commentaires bienvenus de l'administration et d'une consultation publique. En particulier, le périmètre des charges financières nettes est détaillé avec précision. Doivent notamment être pris en compte les intérêts versés ou reçus dans le cadre de contrats de swaps de taux ou de devises, les gains et pertes de change latents afférents aux intérêts de prêts, d'emprunts et d'opérations de financement, les charges et produits afférents à des escomptes bancaires, ainsi que d'une manière générale, tous les montants versés ou reçus à l'occasion d'une mise à disposition de sommes susceptibles d'être comptabilisées en charges ou produits financiers. En revanche, sont notamment exclus les pertes sur créances liées à des participations, les frais de dossier payés ou dus aux avocats ou courtiers dans le cadre d'une opération de financement, les charges et produits issus des escomptes commerciaux ou encore les pénalités pour paiement tardif et pour remboursement anticipé. Notez par ailleurs que pour les entreprises exonérées partiellement d'IS, le plafonnement concerne le seul secteur taxable. Il en est de même pour les organismes sans but lucratif pour lesquels l'application du dispositif est limitée au secteur lucratif. Recours au régime de fusion simplifié. L'absorption par une société par action ou par une SARL d'une filiale dont elle détient 100% du capital peut être soumise à un régime simplifié. L'approbation des associés des sociétés absorbantes et absorbées n'est pas requise, sauf demande expresse d'un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5% du capital, de même que l'établissement du rapport des dirigeants et l'intervention des commissaires à la fusion et aux apports. Un régime similaire bénéficie aux fusions par absorption entre sociétés par action si la société absorbante détient au moins 90% des droits de vote de la filiale absorbée. Dans cette hypothèse, l'approbation des associés de la société absorbante n'est pas exigée, sauf demande expresse, d'un ou plusieurs associés représentant au moins 5% du capital de l'absorbante, et la dispense d'établissement des rapports des dirigeants et des commissaires à la fusion est soumise à condition. Depuis le 21 juillet 2019,
la loi de simplification du droit des sociétés a étendu ces régimes aux fusions réalisées entre sociétés sœurs, aux apports partiels d'actifs d'une société mère vers une filiale et aux fusions entre sociétés civiles. IS, notification faite à une filiale intégrée. Selon la Cour administrative d'appel de Versailles, le décompte de l'intérêt de retard afférent au rehaussement d'impôt sur les sociétés résultant de la réduction d'un report du déficit d'ensemble doit être arrêté à la date de la proposition de rectification notifiée à la société mère et non à celle notifiée à la société intégrée. Plus-value professionnelle, exonération en fonction des recettes, une information à retenir. Seules les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité exercée à titre professionnel peuvent bénéficier du régime d'exonération en fonction du chiffre d'affaires. Dans ce contexte, le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur la question de savoir si, lorsque le cédant est une société relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, cette condition s'apprécie au niveau de la société cédante ou des associés. Selon le tribunal, les associés d'une SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes peuvent bénéficier du régime de faveur à hauteur de la quote-part de plus-value nette qui leur revient en proportion de leurs droits dans la société, dès lors que la SARL exerce une activité professionnelle et que les autres conditions prévues par l'article 151 septies sont remplies. Les associés sont fondés au surplus à se prévaloir de la doctrine administrative qui ne conditionne pas l'application du régime de faveur lorsque le cédant est une société de personnes à une participation personnelle des associés personnes physiques à l'activité sociale. Il est à remarquer que cette solution du TA de Toulouse est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État, selon laquelle les sociétés de personnes ont une personnalité distincte de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Étant souligné que l'article 151 septies 4 du CGI prévoit expressément que, s'agissant des plus-values réalisées par les sociétés régies par l'article 8 du CGI, le montant des recettes annuelles s'apprécie à leur niveau. Taxe foncière, terrain à bâtir et ZAC. Les parcelles situées au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone d'aménagement concerté, une ZAC, doivent être classées dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire justifie que certaines parcelles sont destinées à recevoir une autre affectation. Dès lors, le propriétaire de terrain compris dans une telle zone ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité d'y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, quand bien même, dans le cas d'une zone à urbaniser, la délivrance d'autorisation individuelle d'urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d'aménagement non encore achevés. Contrôle fiscal, revenu non déclaré d'un contribuable décédé. Pour la Cour de Nantes, si la déclaration de revenus d'une personne décédée n'a pas été déposée, la mise en demeure de souscrire celle-ci sous 30 jours, sous peine de taxation d'office, doit être adressée par l'administration à l'ensemble des membres de l'indivision successorale, sauf en cas de désignation d'un mandataire. Il en va de même lorsque l'administration adresse une mise en demeure de produire une déclaration de revenus au titre des années précédant celle du décès. À défaut, la procédure est irrégulière et l'administration ne peut pas taxer d'office les revenus du défunt. Vous le constatez, cet arrêt de la Cour de Nantes est très favorable aux contribuables. Et il ne manquera pas d'entraîner des difficultés sérieuses pour l'administration en cas de succession complexe, sans descendants directs notamment,
et ou pléthorique. Actualité juridique du mois, copropriétaires de parts sociales. Les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi eux ou en dehors d'eux. Dans cette situation, la représentation des copropriétaires de parts sociales par un mandataire ne prive pas ceux-ci, qui ont la qualité d'associés, du droit d'obtenir de la société la communication de documents sociaux. Coup d'accordéon. La réduction du capital à zéro, suivie d'une augmentation de capital, le coup d'accordéon, est valable bien qu'elle puisse aboutir à l'éviction de certains associés si elle est justifiée par la survie de la société. 2 arrêts récents de la Cour de cassation apportent des précisions sur la conformité d'un coup d'accordéon. D'abord, des associés qui se sont engagés dans un pacte à ce qu'un co-signataire du pacte conserve une certaine part du capital jusqu'à sa sortie de la société commettent une faute à son égard en votant en faveur d'une réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital. Ensuite, réduire à zéro puis augmenter le capital en sachant que les pertes de la société sur l'exercice précédent ne reflètent pas sa situation réelle et avec un délai de souscription anormalement court, constitue une fraude aux droits de l'associé minoritaire. Cession de droits sociaux et dol. Le dol est le fait pour un co-contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou en dissimulant intentionnellement une information déterminante. Commet un dol par comportement actif le cédant des titres d'un groupe de sociétés qui modifie leur gestion pour gonfler la trésorerie avant la cession et après l'audit réalisé par l'acquéreur. Tel est le cas si 2 des sociétés du groupe ont, avant la cession, accumulé des retards de paiement de factures et de salaires, modifié les échéances de règlement des loyers, prorogé des remboursements d'avances en devises et effectué d'autres manœuvres destinées à majorer artificiellement leur trésorerie. Attention, dans cette affaire, l'acquéreur ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du dol dont il avait été victime, son préjudice réparable a été jugé comme correspondant uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. En effet, s'il n'agit pas en nullité de la cession, l'acquéreur ne peut pas être indemnisé de la perte d'une chance de ne pas la conclure. Retenez que, parce qu'elle a choisi de maintenir le contrat, la victime ne peut pas être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat n'avait pas été conclu. SCI et abus de minorité. Abuse de son droit de vote l'associé minoritaire d'une société civile immobilière qui refuse d'en voter la prorogation afin de tirer profit de sa dissolution alors que la société exerçait son activité conformément à son objet sans grave dysfonctionnement. Dans ce cas, les juges peuvent désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de voter au lieu et place de l'associé minoritaire lors de la nouvelle assemblée appelée à statuer sur cette prorogation. SCI et garantie des vices cachés. Une SCI ayant pour objet l'acquisition, la propriété, la gestion d'immeubles et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet ou en favoriser le développement peut, en tant que vendeur non professionnel, se prévaloir d'une clause l'exonérant de la garantie des vices cachés. Une illustration. Une société civile immobilière vend un immeuble à un particulier qui agit contre elle en garantie des vices cachés. La SCI lui ayant opposé la clause d'exonération des vices cachés prévue dans l'acte de vente,
Le particulier fait valoir que la SCI a la qualité de vendeur professionnel et que, présumée connaître les vices du bien vendu, elle ne peut pas, en application d'une jurisprudence établie, se prévaloir de la clause d'exonération de garantie à l'égard d'un acquéreur non professionnel. Cet argument est écarté. La SCI avait pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement. Du coup, la vente d'immeubles n'entrait pas dans son objet et elle pouvait donc se prévaloir de la clause d'exonération litigieuse. Par contre, attention, notez que dans le sens inverse, l'achat d'un immeuble par cette SCI a un rapport direct avec son objet, de sorte que celle-ci n'est pas considérée comme un acquéreur non professionnel et ne peut donc pas bénéficier du droit de rétractation réservé à un tel acheteur. Absence de bail écrit entre une SARL et une SCI. Un bail peut être verbal. Une SARL peut donc verser un loyer à une SCI en vertu d'un bail verbal, sans qu'il en résulte une relation anormale entre elles, du moins tant que ce versement a pour contrepartie la mise à disposition effective des locaux loués et que le loyer n'est pas excessif. Répartition inégalitaire des bénéfices. Les associés de sociétés civiles ou commerciales peuvent choisir une base de répartition des bénéfices et des pertes autre que proportionnelle à l'apport effectué par chaque associé. Sont seulement interdites les clauses léonines qui privent un ou plusieurs associés de tout droit aux bénéfices ou les exonèrent de toute contribution aux pertes. Dès lors, une répartition inégalitaire des bénéfices votée par les associés d'une SCI familiale ne constitue pas un abus de majorité si la quote-part des majoritaires a diminué au profit des minoritaires et si cette répartition n'est pas contraire à l'intérêt social. Annulation d'un contrat de prestation. Après l'annulation d'un contrat de prestation de gardiennage partiellement exécuté, la société de gardiennage réclame à son client le paiement de ses prestations et l'indemnisation de ses préjudices. Dans ce cas, pour la Cour de cassation, la créance de restitution en valeur est égale non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies. Et si le juge évalue souverainement cette créance de restitution et peut tenir compte des stipulations du contrat, il lui appartient de vérifier que le prix stipulé correspond à cette valeur réelle. Par ailleurs, notez que dans ce contentieux, la société de gardiennage a pu demander, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, l'indemnisation des préjudices commerciaux, moraux et d'image résultant de la nullité du contrat. Bail commercial, infiltration. Est parfaitement valable la clause d'un bail commercial déchargeant le propriétaire de toute responsabilité pour les dommages causés par des infiltrations, quelle que soit leur origine. Cette clause oblige donc le locataire à réparer les conséquences d'infiltration causées par un défaut d'étanchéité. Abordons maintenant l'actualité sociale du mois. Procédure de reconnaissance des AT-MP. À compter du 1er décembre 2019, la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles sera davantage encadrée. Les déclarations d'accidents
devront être adressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception et non plus nécessairement par lettre recommandée. L'employeur aura 10 jours francs pour émettre des réserves après une déclaration d'accident. La Caisse disposera à compter de la déclaration d'accident d'un délai de 30 jours ou de 90 jours en cas d'investigation pour statuer sur son caractère professionnel. Les parties pourront consulter le dossier et auront 10 jours pour émettre des observations. Nouvelles règles applicables à l'assurance chômage. 2 décrets importants de fin juillet 2019 ont apporté des modifications substantielles au régime d'assurance chômage, à savoir la mise en place d'une modulation des contributions chômage dans certains secteurs d'activité en fonction du taux de fin de contrat de travail imputable à l'employeur, l'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires, une révision à la baisse des droits des allocataires, conditions d'affiliation plus exigeantes, dégressivité des allocations pour les revenus élevés, etc. Et le droit à une allocation forfaitaire pour certains travailleurs indépendants en cas de cessation d'activité. Notez que ces nouvelles règles du régime d'assurance chômage s'appliquent aux demandeurs d'emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019. Bonus-malus sur les contributions chômage. À compter du 1er mars 2021, dans certains secteurs d'activité, le taux de la contribution chômage due par les entreprises d'au moins 11 salariés sera modulé à la hausse ou à la baisse en fonction du taux de fin de contrat imputable à l'employeur. Le taux modulé sera défini en comparant le taux de séparation de chaque entreprise qui correspond au nombre de fins de contrat imputables à l'employeur rapporté à l'effectif de l'entreprise sur une certaine période, avec le taux de séparation médian observé dans certains secteurs d'activité. La modulation s'appliquera aux entreprises des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation médian est supérieur à un seuil fixé par arrêté à paraître dans une période de 3 ans. Seront concernés les secteurs suivants: hébergement et restauration, production et distribution d'eau et assainissement, gestion des déchets et des pollutions, transport et entreposage, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d'autres produits non métalliques, travail du bois, industrie du papier et imprimerie, etc. Cette modulation s'appliquera aux entreprises de 11 salariés et plus. La majoration ou la minoration du taux de la contribution chômage due par l'employeur a vocation à s'appliquer à tous les salariés, quel que soit le type de contrat de travail. Il y aura toutefois quelques exceptions. En effet, il est expressément prévu que la part de la contribution chômage à la charge de l'employeur restera fixée à 4,05%, soit le taux de référence dans les cas suivants: lorsque l'employeur embauchera un salarié en CDI à l'issue d'un CDD, et pour les contrats de travail temporaires et pour les CDD de remplacement ou conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Enfin, signalons que le plafond et le plancher fixés par secteur d'activité ne peuvent pas avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05% ou à un niveau inférieur à 3%. Droit à chômage pour les démissionnaires. À compter du 1er novembre 2019, un salarié justifiant de 5 années d'activité continue, ayant mobilisé un conseil en évolution professionnelle et justifiant d'un projet de reconversion professionnelle réel et sérieux, pourra percevoir des allocations de chômage après une démission. C'est la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, la CPIR,
qui sera chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle. Si la CPIR atteste du caractère réel et sérieux du projet professionnel qui lui est soumis, le salarié dispose alors d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision pour déposer une demande d'allocation d'assurance chômage auprès de Pôle emploi. Pôle emploi vérifiera ensuite la mise en œuvre du projet de reconversion. Un contrôle est prévu au plus tard au bout de 6 mois de perception des allocations de chômage de la réalité de la mise en œuvre du projet professionnel. Si l'intéressé ne peut pas justifier sans motif légitime de cette mise en œuvre, il est radié de la liste des demandeurs d'emploi avec interdiction de se réinscrire dans les 4 mois qui suivent. En parallèle, le revenu de remplacement est supprimé pendant 4 mois consécutifs. Droit des allocataires. Pour percevoir l'allocation d'assurance chômage, les travailleurs privés d'emploi à compter du 1er novembre 2019 et âgés de moins de 53 ans à cette date devront justifier d'une condition d'affiliation d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois précédant le dernier jour travaillé et payé, soit 6 mois d'activité au cours des 2 dernières années, au lieu des 4 mois d'activité au cours des 28 derniers mois exigés jusqu'alors. Pour les salariés âgés de 53 ans ou plus à la date à laquelle ils sont privés d'emploi, la condition d'activité est également portée à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées, mais reste appréciée sur les 36 derniers mois qui précèdent le dernier jour travaillé et payé. Le mécanisme de rechargement des droits à la fin de la perception de l'allocation d'assurance chômage à partir de l'activité exercée au cours de la période d'indemnisation est maintenu en principe. Mais la condition minimale d'activité exigée pour un rechargement des droits est drastiquement relevée. Elle passe de 150 heures au cours des 28 mois précédant la dernière fin de contrat de travail, 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans, et à 910 heures travaillées ou 130 jours travaillés au cours des 24 derniers mois, 36 derniers mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans. La condition d'activité nécessaire pour un rechargement des droits à la date d'épuisement des droits initiaux est ainsi alignée sur celle requise pour une ouverture initiale des droits, ce qui, en pratique, tend à priver de toute utilité le mécanisme de rechargement des droits. Le salaire de référence pris en compte pour calculer le montant de l'allocation à verser aux demandeurs d'emploi sera apprécié sur une période plus longue. Pour les salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est antérieure au 1er avril 2020, le salaire de référence pris en compte pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations correspondant aux 12 mois précédant le dernier jour travaillé et payé. Pour ceux dont la fin de contrat de travail intervient à partir du 1er avril 2020, le salaire de référence est établi à partir des rémunérations correspondant à la période d'affiliation, à savoir les 24 mois précédant le dernier jour travaillé et payé, 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans. À compter du 1er avril 2020, le salaire journalier de référence, le SJR, sera obtenu en divisant le total des rémunérations afférentes aux 24 mois, ou 36 mois si le salarié a au moins 53 ans, précédant le dernier jour travaillé et payé par le nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence jusqu'au terme de cette période de référence.
Il faut signaler que le règlement d'assurance chômage prévoit un mécanisme de dégressivité des allocations chômage pour les hauts revenus. Ainsi, l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi des allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation, sans que cette réduction puisse porter le montant de l'allocation journalière en dessous du seuil de 84,33 €. En pratique, aucune réduction du montant des allocations ne sera appliquée aux allocataires dont l'allocation journalière est inférieure ou égale à 84,33 € et dont le salaire journalier de référence, le SJR, est donc inférieur ou égal à 147,95 €, c'est-à-dire ceux qui percevaient un revenu mensuel brut moyen inférieur ou égal à approximativement 4 505 €. Une réduction d'allocation pouvant aller jusqu'à 30% affectera les allocataires dont le SJR est supérieur à 147,95 € sans que le montant de l'allocation journalière puisse être inférieur à 84,33 €, ce qui représente une indemnisation d'environ 2 565 € par mois. Seuls ceux dont l'allocation journalière est supérieure à 120,47 € et dont le SJR est par conséquent supérieur à 211,53 €, c'est-à-dire ceux qui percevaient un revenu brut mensuel moyen supérieur à environ 6 441 €, se verront appliquer pleinement la réduction de 30% du montant de leur allocation après 6 mois d'indemnisation. Allocation des travailleurs indépendants. Les conditions d'attribution de l'allocation forfaitaire dont bénéficieront certains travailleurs indépendants confrontés à compter du 1er novembre 2019 à une liquidation judiciaire ou à un redressement judiciaire ont été précisées. Outre le fait d'être effectivement à la recherche d'un emploi, les travailleurs indépendants devront remplir les conditions suivantes pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, l'ATI. Les travailleurs indépendants devront justifier d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit qualifiant la privation d'emploi, à savoir soit un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, soit, dans certaines conditions, une procédure de redressement judiciaire. Les travailleurs indépendants devront avoir perçu, au titre de l'activité non salariée, des revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 € par an. Les ressources des travailleurs indépendants, autres que les revenus d'activité, devront être inférieures au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule, soit 559,74 € depuis le 1er avril 2019. Notez que les droits à l'allocation des travailleurs indépendants seront ouverts à compter de la fin d'activité non salariée. Celle-ci devra se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation aura été déposée. Épargne retraite. Depuis le 1er octobre 2019, l'épargne retraite a été rendue plus attractive suite à l'entrée en application des mesures de la loi Pacte du 22 mai 2019. Dès lors, la commercialisation de nouveaux produits d'épargne retraite a débuté effectivement. Commençons par les produits concernant les employeurs.
En fait, dès le 1er octobre 2019, les entreprises peuvent ainsi mettre en place un PER d'entreprise collectif, PERECO, qui reprend du PERCO son ouverture à l'ensemble du personnel et le caractère facultatif de l'adhésion pour les salariés, un PER obligatoire, PERO, auquel doivent adhérer tous les salariés ou une ou plusieurs catégories objectives d'entre eux, comme cela est le cas pour les régimes à cotisation définie, et un PER déclinant les caractéristiques des deux précédents en fonction des versements l'alimentant. Des obligations de négocier sur la mise en place de ces plans sont prévues, ainsi que les différents versements pouvant alimenter un PERECO et ou un PERO. À la différence des PER d'entreprise, le nouveau PER individuel n'est pas mis en place dans un cadre d'une entreprise ou inter-entreprise. De ce point de vue, il se rapproche des actuels PERP, des PERP. Comme ces derniers, le PER individuel est ouvert à toute personne avec ou sans activité professionnelle qui souhaite par cette démarche renforcer ses futurs droits à la retraite. Le PER individuel peut être librement souscrit auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie d'assurance, d'un institut de prévoyance ou encore d'un organisme mutualiste. Il est alimenté par des versements volontaires des participants effectués en numéraire. Les PER individuels peuvent revêtir deux formes différentes. C'est ainsi que l'on distingue les plans donnant lieu à l'ouverture d'un compte titre et les plans donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui peuvent prévoir des garanties complémentaires. Les modalités de sortie applicables à l'ensemble des PER sont aménagées pour les PER d'entreprise. Le principe est celui d'une sortie en rente viagère pour les droits correspondant à des versements obligatoires dans un PERO. Les droits issus des autres versements sont délivrés sous forme de capital ou de rente, sauf option irrévocable en faveur d'une rente au moment de l'ouverture du plan. Par dérogation à cette disposition, le titulaire d'un PERECO ou d'un PERO ne peut pas opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans actuellement, ou à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. En d'autres termes, jusqu'à cet âge ou cette date, il peut toujours, pour les versements autres qu'obligatoires, choisir une sortie en capital. La réforme améliore sensiblement la transférabilité des droits. À la possibilité ouverte aux titulaires d'un PER de transférer ses droits vers un autre PER est ajoutée celle de procéder à un transfert collectif des droits entre PER. Est aussi autorisé le transfert des droits constitués dans le cadre d'un ancien produit vers un PER à l'initiative de son titulaire. Les dispositifs d'exonération de cotisations sociales applicables aux PERCO et régimes de retraite article 83 sont étendus aux PERECO et PERO. Ceux-ci bénéficient en outre d'un taux réduit de forfait social sous certaines conditions. Les prestations versées par les PER ne sont que partiellement exonérées de prélèvements sociaux. La fiscalité est harmonisée pour l'ensemble des PER à compter du 1er octobre 2019. À l'entrée, les versements obligatoires ou volontaires sur les PER d'entreprise ou individuels ouvrent droit à déduction d'impôt dans la limite des plafonds existants. Notez qu'il est possible de renoncer à cette déduction à l'entrée
pour les versements volontaires au plan d'épargne retraite d'entreprise ou interentreprise et au plan d'épargne retraite individuel, ce qui permet, en contrepartie, d'obtenir une fiscalité atténuée à la sortie. À la sortie, la fiscalité dépend de l'origine des versements. Ainsi, les prestations provenant des versements déduits dans le cadre de l'impôt sur le revenu sont soumises à cet impôt en rente comme en capital. Mais un traitement fiscal spécifique est mis en place pour les sommes provenant des plans d'épargne retraite prenant la forme de versements en capital et non de rente. Étant précisé que les sommes issues de l'épargne salariale, intéressement, participation, abondement de l'employeur et jours de compte épargne-temps, conservent leur régime d'exonération fiscale à l'entrée et à la sortie. Signalons enfin que la réforme de l'épargne retraite ne fait pas table rase des anciens dispositifs d'épargne retraite individuels ou collectifs. À compter du 1er octobre 2020, ils ne pourront plus être commercialisés, mais le maintien des plans déjà en place à cette date sera possible sous conditions. Rupture abusive d'un CDD par l'employeur. En dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervenant à l'initiative de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat. La Cour de cassation vient de rappeler que ce montant est le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le CDD a été rompu de façon illicite. Autrement dit, le salarié concerné peut recevoir une indemnisation supérieure correspondant à son préjudice, par exemple la perte d'une chance d'obtenir des revenus supplémentaires. Barème Macron des indemnités de licenciement. Première cour d'appel à statuer sur le sujet, la Cour de Reims juge le barème Macron conforme aux textes internationaux, mais elle admet la possibilité pour le juge de ne pas l'appliquer sur demande du salarié s'il n'assure pas à ce dernier une indemnisation adéquate. Ainsi, il s'agit pour le juge de déterminer dans chaque cas d'espèce si le barème peut être appliqué ou doit être écarté dans le cas où son application porterait atteinte au droit à une réparation adéquate. La recherche de proportionnalité doit se faire in concreto. La Cour pose toutefois une condition à cette recherche. Elle ne peut être exercée que si le salarié le demande expressément au juge. Elle ne saurait être exercée d'office par le juge du fond, qui ne peut de sa seule initiative procéder à une recherche visant à écarter, le cas échéant, un dispositif dont il reconnaît le caractère conventionnel. Mais il est par ailleurs précisé que le salarié n'a pas besoin de justifier au préalable d'un préjudice de perte d'emploi supérieur au plafond d'indemnisation correspondant à son ancienneté, ou qu'il démontre avoir subi un tel préjudice qui ne serait pas réparé de façon adéquate ou appropriée. En l'espèce, le salarié n'ayant pas demandé au juge un contrôle concret de son cas particulier, mais seulement un contrôle abstrait de conventionnalité du barème, le juge rémois a appliqué celui-ci. Cette décision constitue donc un nouvel épisode de la saga judiciaire sur le barème Macron. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en novembre. À bientôt!